Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf, Eugénie Bastier pour son livre « La guerre des idées » chez Robert Laffont. Eugénie Bastier, bonjour. Merci d'être sur Radio J avec nous. Vous êtes journaliste au Figaro et vous êtes essayiste. Vous aviez publié un livre qui avait marqué votre entrée dans la bataille des idées, qui s'appelait « Adieu, mademoiselle, la défaite des femmes ». Et ce livre-ci est une enquête dans le monde intellectuel. Vous avez suivi une trentaine de penseurs de gauche, de droite, du centre, et vous avez entrepris de raconter les grandes questions qui agitent l'intelligentsia à partir de rencontres avec ceux et celles qui les incarnent. On va commencer par le débat d'idées, parce que vous écrivez que aujourd'hui, désormais, les talk-shows se multiplient, mais chacun a sa chaîne. Les conservateurs regardent CNews, les progressistes écoutent France Culture, les populistes surfent sur Internet. Il n'y a plus de débat aujourd'hui en France, selon vous ? Oui, je crois que ce qui caractérise notre situation actuelle du débat d'idées est un peu paradoxal parce que d'un côté, on a davantage de pluralisme dans le sens où il y a davantage d'idées différentes sur la table. Ça va de l'extrême droite à l'extrême gauche, des visions du monde complètement antagonistes. Quand on voit par exemple les décoloniaux d'un côté, la droite de l'autre, les libéraux, etc. Et en même temps, ces visions du monde ne se confrontent jamais. Finalement, elles s'adressent chacun à un public déterminé et chacun a son canal de diffusion. C'est ce qu'on pourrait appeler une forme d'archipélisation de la vie des idées, pour reprendre l'image de Jérôme Fourquet, l'archipel français, où il parle finalement de cette France qui est composée d'îlots où chacun a ses références un peu culturelles, intellectuelles, et il n'y a plus de commun. Et c'est vrai que c'est un peu ça qui caractérise la vie des idées aujourd'hui. Chacun est dans son coin, parle à ses adeptes, mais il n'y a pas vraiment de confrontation. Et je trouve que on dit qu'on est dans une ère du clash, de la polémique permanente. C'est vrai, mais c'est aussi faux parce que, en fait, en réalité, on ne supporte pas le conflit et la confrontation. C'est-à-dire que dès qu'il y a une opinion différente ou divergente qui ne nous plaît pas sur un tel ou tel canal, eh bien, soit on zappe dans le meilleur des cas, soit on appelle le CSA dans le pire. Vous situez la fin si je vous ai bien lu, de l'hégémonie culturelle de la gauche en France au moment de la manifestation pour tous, et vous attribuez aussi un rôle essentiel à Nicolas Sarkozy, ce qui est quand même, je veux dire, ce qui ne va pas de soi, y compris à droite. Vous dites que c'est lui qui a fait en sorte qu'il y ait une libération des forces conservatrices, dont vous dites qu'elles sortirent de l'ère glaciaire dans laquelle elles avaient été plongées depuis 1945. Et c'est, à vos yeux, Nicolas Sarkozy qui a fait cela ? En réalité, oui, je pense que d'abord, s'il y a un retour de la droite dans la vie des idées et du conservatisme, entre autres, c'est aussi parce que le réel a joué dans ce sens-là. C'est-à-dire que à partir du moment, à partir du début des années 2000, où finalement, toute une série d'événements font que, par exemple, des problématiques sur la question de la nation, des frontières, du rapport à l'islam, du rapport à l'immigration, toutes ces problématiques sont revenues sur le devant de la table. Et c'est pas particulièrement parce que grâce à la droite qu'elles sont revenues, mais tout simplement parce que le réel était là, le réel a changé. Ensuite, effectivement, je pense qu'il y a une certaine libération de la parole sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui a finalement assumé une forme de reconquête culturelle qui était pour le moment, enfin jusqu'à présent, le monopole de la gauche. Il l'a dit très clairement. Il a même pris l'expression gramscienne d'hégémonie culturelle. Il en a parlé. Vous savez, Gramsci donc, a théorisé l'idée d'une hégémonie culturelle, c'est-à-dire que finalement, ce n'est pas que les forces économiques et les structures socio-économiques qui comptent pour gagner le pouvoir, mais c'est aussi les mentalités.
et donc le combat culturel. Et Nicolas Sarkozy a dit à plusieurs reprises, il a cité Gramsci en disant voilà, il faut reconquérir le combat culturel. Il a beaucoup ciblé mai 68, etc., l'héritage culturel de la gauche, et en disant qu'il fallait la droite ne devait pas se contenter finalement de faire que de l'économie, mais aussi reconquérir le culturel. Après, il a parlé d'identité, il a parlé des racines chrétiennes de la France, et tout ça, effectivement, a été une préparation à un retour de ce que j'appelais le renouveau conservateur dans le débat, qui effectivement a atteint son pic, j'allais dire, sous le quinquennat de François Hollande, avec la Manif pour tous, où il y a eu une espèce d'ébullition de l'intelligentsia conservatrice. D'ailleurs, je dis pas du tout que c'est un triomphe, hein, puisque ça aboutit à un échec. Échec puisque la loi est passée, et échec parce que François Fillon, qui était le candidat des conservateurs, a échoué à la présidentielle de 2017. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce frémissement-là, et que désormais on compte en France une intelligentsia conservatrice, alors qu'elle avait tendance à être un peu oubliée. Même si évidemment, je ne dis pas du tout qu'elle a pris le pouvoir ou qu'elle est d'une puissance extraordinaire. Alors, vous ne reprenez pas à votre compte l'idée que la droite a gagné la bataille des idées, mais vous dressez un certain nombre de constats, et notamment sur l'université. Et votre constat est encore plus dur que celui de Frédéric Vidal. Vous citez Pierre Manant: il n'y a jamais eu aussi peu de liberté intellectuelle, médiatique et universitaire. Oui, c'est d'ailleurs, voilà, Pierre Manant relativise totalement, dans mon livre, je l'ai interviewé, le triomphe des conservateurs, puisque lui, il dit que, au contraire, ils n'ont jamais été aussi faibles, et que le pouvoir, et non seulement la gauche a le pouvoir culturel, mais elle a aussi le pouvoir médiatique, universitaire. Moi, je serais un peu moins sévère que lui. Je pense que la droite, effectivement, est de retour dans la vie des idées, notamment à travers les médias. Elle est de plus en plus présente. Mais qu'effectivement, il y a cette espèce de monopole de la gauche sur l'université qui est absolument flagrant. Et Pierre Manant, voilà, en est l'exemple lui-même, parce que, par exemple, lui, il a quitté le HESS, où il était, et aujourd'hui, on peinerait à trouver une figure de droite conservatrice à l'EHESS. Et pareil au Collège de France, qui est le Raymond Aron d'aujourd'hui. Il n'y a plus de grandes figures intellectuelles universitaires, enfin, ou alors très vieillissantes, et de droite. Et donc, effectivement, il y a une espèce de monopole qui s'est installé à l'université, qui est d'ailleurs, qui n'est pas une estimation au doigt mouillé, puisque certains des universitaires ont fait une enquête qui s'appelle Que pensent les penseurs en 2015, où ils ont montré que 76% des universitaires se plaçaient à gauche sur l'échiquier politique, et dont, je crois, 35%, 36% d'entre eux révolutionnaires, donc d'extrême gauche. Ce qui est quand même énorme par rapport à la moyenne de la population, puisque dans la population, dans l'opinion, la droite est majoritaire. Tous les sondages le montrent. Donc il y a un décalage grandissant. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'université a toujours été plus ou moins à gauche, et on peut l'expliquer de diverses façons. Le fait que, par exemple, la gauche est attirée plus par l'abstraction, elle veut changer le monde, donc elle a un programme, une grille de lecture théorique, alors que la droite est plus dans l'empirisme. Longtemps, la droite a aussi délaissé le savoir au profit des carrières économiques. On ne poussait pas du tout dans les familles de droite ses enfants à faire des études universitaires, au contraire, c'était dévalorisé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un peu ironique de voir la droite se lamenter aujourd'hui sur le fait que l'université soit de gauche, quand on a poussé ses enfants à faire des écoles de commerce plutôt que de devenir professeur. Et donc, effectivement, l'université a souvent longtemps été très à gauche, mais aujourd'hui, c'est vrai que le décalage devient très très flagrant, et on a un peu une université qui est en complète rupture avec l'opinion générale des Français. Alors, vous dites des choses qui sont pas nécessairement, qui vont pas l'unanimité, y compris parmi les enseignants. Vous dites qu'à la Sorbonne, les masters en études du genre font un carton plein depuis 10 ans à Paris 8. Vous dites que les Postcolonial Studies se font un chemin à l'EHESS et à Sciences Po. Vous savez que tout le monde n'est pas d'accord sur ces chiffres. On a tendance à penser que c'est quand même plus, j'allais dire marginal, moins important en tout cas.
Écoutez, justement, c'est pour ça que ce serait intéressant que l'étude de Madame Vidal voit le jour sur l'université pour qu'on puisse quantifier ce phénomène. Puisqu'effectivement, on se chamaille sur savoir l'importance de ce phénomène. Moi, je crois qu'il est important. D'autres universitaires membres de l'Observatoire du décolonialisme ont montré récemment qu'il y avait, je crois, entre un quart et un tiers des thèses en sciences sociales qui reprenaient le vocabulaire des thèses postcoloniales, indigénistes, etc., du genre et de la race. C'est pas rien. Moi-même, dans mon livre, j'ai quand même regardé attentivement les thèses de sociologie qui étaient actuellement, parce que c'est en sociologie que c'est le plus marquant. Et c'est vrai que j'ai pu remarquer qu'environ 1 sur 3 reprenait ce vocabulaire de l'intersectionnalité, du genre, de la race. Donc je crois que c'est pas du tout un phénomène négligeable. Je ne dis pas qu'il est devenu majoritaire, mais c'est une pression qui monte et ces théories ont de plus en plus de succès. Je pense qu'elles prennent le relais finalement d'un communisme en déshérence totale, on le sait depuis les années 90 et la révélation des horreurs du communisme. Finalement, cette idéologie-là est morte et cette espèce d'idéologie décoloniale, postmoderne, prend le relais, à mon avis, de ce marxisme en donnant finalement un nouveau système de valeurs et de sens à une jeunesse militante qui cherche finalement un système où il y a d'un côté les gentils, de l'autre les méchants, d'un côté les dominants, de l'autre les dominés. La lutte des races remplace la lutte des classes les questions identitaires, les questions économico-sociales. Et donc je crois que c'est une idéologie de substitution, de remplacement qui est à l'œuvre. Alors, on va en parler parce qu'il y a tout un dernier chapitre que vous consacrez à toute cette affaire des races et du racialisme. Mais je vais vous taquiner sur un point. Est-ce que vous ne ralliez pas à votre emblème, enfin, ou en tout cas à la droite conservatrice, des gens qui sont pas tout à fait... on peut pas dire de François Sureau qu'il appartient à la droite. On peut pas dire non plus qu'il appartient à la gauche, mais en tout cas, on pourrait dire qu'il appartient à une certaine gauche. Et c'est la même chose pour Julliard. Il aimerait pas qu'on dise... D'ailleurs, lui-même dit... Il sera à votre place la semaine prochaine, mais lui-même dit que évidemment, la gauche aimerait bien qu'on dise qu'il est de droite et on aimerait bien qu'il s'avoue de droite, mais il ne le fait pas et vous avez l'air étonné quand il vous dit qu'il se sent toujours de gauche. Oui, je suis pas étonnée. Il tient à ce mot, à cet emblème. Effectivement, d'autres n'y tiennent pas forcément. Par exemple, quelqu'un comme Alain Finkielkraut, qu'on accuse aussi d'avoir dérivé à droite, ne se dit pas de droite, mais il ne se dit pas non plus de gauche. Et c'est vrai que je parle dans mon livre de ce que j'appelle, en reprenant d'ailleurs une formule de Jacques Julliard, le tiers parti intellectuel. Et donc, ce sont tous ces intellectuels qui sont un peu perdus, en tout cas qui viennent de la gauche, qui ont été de gauche et qui aujourd'hui sont qualifiés de conservateurs parce qu'ils ont évolué face au réel, ils ont notamment su ouvrir les yeux face au péril de l'islamisme, souvent très tôt pour certains, dès 1989 et l'affaire du voile de Creil, où ces jeunes filles voilées étaient arrivées à l'école et on a eu cette tribune dans l'Obs signée par Debré, Badinter et Finkielkraut et Kinsler qui disait prof ne capitulons pas et qui disait que la laïcité finalement exigeait d'interdire le voile à l'école. Et donc là, c'est ce moment-là où on a, pour moi, de naissance de ce tiers parti intellectuel, où de plus en plus de ces intellectuels qui appartenaient à la gauche, laïque, universaliste, se sont progressivement un peu détachés de leur camp et de la doxa de leur camp pour ouvrir les yeux face au réel. Et ça me fait penser un peu à tout le parcours de l'intelligentsia française dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui progressivement, face à la révélation des horreurs du communisme, a progressivement rendu sa carte au Parti communiste, parce qu'ils étaient tous, si on prend la sortie de la guerre, ils étaient tous au Parti communiste, et petit à petit,
les uns après les autres, ils ont ouvert les yeux. Enfin, certains, comme Sartre, n'ont jamais véritablement viré leur cutie, mais beaucoup ont rendu leur carte au parti, notamment avec Budapest 1956, puis l'archipel du Goulag en 1974, etc. Et donc on a vu ce même phénomène dans l'intelligentsia française, où beaucoup d'intellectuels de gauche ont finalement ouvert les yeux face notamment au péril de l'islamisme et ont eu le courage de dire ce qu'ils pensaient, et souvent d'ailleurs se sont vus qualifiés de conservateurs, voire même de néo-réactionnaires, pour reprendre la formule de Daniel Lindenberg qui en 2002 Absolument. Alors, ce que vous dites sur Daniel Lindenberg est intéressant parce que c'est vrai que c'est curieux de voir que le nom de Julliard, qui ne figurait pas dans la liste des traîtres, enfin des gens de gauche qui ont trahi et sont passés à droite, liste qui avait été faite par Daniel Lindenberg, et le nom de Julliard a été rajouté dans une nouvelle édition du livre. Voilà, c'est la preuve que la gauche adorerait faire de Julliard un homme de droite, ce qu'il n'est pas. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Lindenberg publie son livre Les néo-réactionnaires, le rappel à l'ordre en 2002. Donc il sonne un peu le retour des hostilités et cette idée que on va faire des listes des déviants. Et donc Julliard intègre le palmarès en 2015, alors que Pierre Manant en sort parce qu'il a écrit Situation de la France, ce qui, selon Lindenberg, serait un livre pro vivre ensemble, etc., alors que ça ne l'est pas du tout. Et donc c'est intéressant de voir cette espèce de... Moi, je suis assez fascinée par cette gauche qui, plutôt que de proposer un programme alternatif, se contente de faire les listes des déviants de son propre camp. Et c'est vrai qu'il y a une recherche de pureté intellectuelle à gauche. Alors ça, vous l'expliquez très bien, et c'est un passage intéressant. Vous dites que finalement, voilà, il n'y a plus d'idées et on remplace les idées par des listes. Voilà, et par traquer ceux qui ont dévié de la ligne, plutôt que de discuter frontalement leurs idées. Alors, sur les gilets jaunes, Eugénie Bastier, votre chapitre est un peu, je trouve, ambigu. C'est vrai que des gens comme Michéa, comme Onfray, comme Christophe Guilluy ont accompagné ce mouvement, mais d'un autre côté, il y a quand même, et vous ne pouvez pas le nier, une récupération par l'extrême gauche. Ah oui, j'essaie d'expliquer dans mon livre. En fait, il y a eu deux phases, je pense, des Gilets jaunes. Il y a eu la première phase, effectivement, qui ressemblait à une sorte de populisme des classes populaires, quasiment, en fait, oui, à une véritable phase populiste, on peut dire, où c'était la révolte de la France périphérique contre les métropoles, effectivement, qui vérifiait le diagnostic de Christophe Guilluy, de Michéa, et Michel Onfray s'en est fait aussi le héros. Et ensuite, il y a eu une deuxième phase où effectivement la gauche, qui d'ailleurs au début des Gilets jaunes, les intellectuels de gauche étaient très absents. Ils ont regardé ça d'ailleurs avec beaucoup de doutes, disant est-ce que c'est vraiment des gens de gauche qui manifestent? Ils sont quand même contre une loi qui est écologique, donc ils étaient très en retrait. Et après, les Gilets jaunes ont été noyautés et récupérés, c'est là où on voit d'ailleurs le génie de l'extrême gauche, par l'extrême gauche qui a quasiment même imposé son vocabulaire, la question des luttes, de la convergence des luttes, etc., et qui a finalement réussi un entrisme dans le mouvement et qui a été en effet récupéré complètement par l'extrême gauche. C'est là que vous dites que Michéa estime que les gilets jaunes sont l'exact contraire de Nuit debout. Oui, exactement. Alors, on va... pardon, une parenthèse sur Michel Onfray, parce que on est complètement scotché d'apprendre que Michel Onfray fait 40 000 signes, et on sait qu'il écrit beaucoup de livres, mais vous dites qu'il écrit 40 000 signes par jour. Ça fait une trentaine de pages. C'est ahurissant. J'envie. Oui, écoutez, on est deux. D'écriture. Mais c'est lui qui vous a dit ça, ou vous avez constaté? Non, c'est lui qui m'a confié ça. Parfois, il arrivait à écrire jusqu'à 40 000 signes par jour, ce qui est absolument énorme, en effet. Et j'envie son côté prolifique, parce que moi, c'est pas le cas. Alors, il y a un moment où on atteint un sommet, hein, c'est
Quand vous parlez, je crois que c'est Geoffroy de la Gannerie qui déclare au sujet des attentats du 13 novembre où les djihadistes avaient tiré sur des terrasses de café du 11e arrondissement, il s'est trouvé des gens pour dire « Oui, mais c'est parce que les cafés sont des endroits intimidants pour certains, pour les immigrés, etc. » Et alors, vous ajoutez la malveillance légendaire des serveurs de café parisiens érigés en cause du terrorisme. Il fallait oser. Oui. Oui, c'est dans un chapitre que je consacre à la sociologie et effectivement, je prends l'exemple de Geoffroy de la Gannerie, donc sociologue critique, héritier, qui se veut l'héritier de Bourdieu et de Foucault, et à mon avis qui pousse à l'extrême une des dérives qu'on trouve en sociologie aujourd'hui, qui consiste finalement dans une forme de culture de l'excuse poussée à son maximum, qui consiste à faire du système le responsable de toutes les déviances des individus, et notamment dans le cas du terrorisme, voilà, de dire que c'est soit la faute du milieu social des terroristes, soit la faute de la société qui les a humiliés, intimidés. Et donc là, il prenait un exemple, à mon avis, extrême, qui est celui des terrasses de café, qui était vraiment, pour lui, le symbole du pouvoir, du privilège, même blanc, etc. Et donc, finalement, il sous-entendait que c'était une forme de réponse à ça. Et que je trouve absolument abominable comme explication, et qui, à mon avis, est révélatrice du danger d'une partie de la sociologie qui devient, qui plonge dans la culture de l'excuse par hyperdéterminisme. Alors, on a 30 secondes, je crois qu'on arrive au terme de l'émission, mais vous avez écrit votre livre avant la sortie d'Audrey Pulvar sur les Blancs qui sont autorisés à participer à des réunions, mais qui doivent se taire. C'est quand même une candidate PS au régional qui dit ça. Vous ne citez pas cette sortie d'Audrey Pulvar, mais vous consacrez un long chapitre à toute cette mouvance. Oui, oui. Mais je crois que c'est assez révélateur, hein, parce que même le positionnement de Jean-Luc Mélenchon, qui a complètement vrillé sur ce sujet, qui était auparavant très hostile aux réunions non mixtes, qui maintenant les défend, ça montre la pénétration d'une certaine vulgate décoloniale, intersectionnelle, dans une partie de la gauche. Et à mon avis, c'est très dangereux parce que cette idée de réunion non mixte, finalement, qu'est-ce qu'elle postule? Elle postule que finalement, vous êtes un coupable et un agresseur en puissance en tant que blanc, et que vous ne pouvez pas, d'ailleurs, vous taire de vous-même, il faut vous imposer de vous taire, etc. Donc vraiment, c'est d'un essentialisme absolument terrifiant, et que cette gauche antiraciste qui a combattu l'essentialisme se mette à le récupérer, est un phénomène absolument fascinant et que je décris longuement dans mon livre parce qu'à mon avis, c'est un trait majeur de la vie intellectuelle aujourd'hui. Merci Eugénie Bastier, c'était Pont Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre, et l'invité de Pont Neuf sur Radio J aujourd'hui était Eugénie Bastier pour son livre La guerre des idées aux éditions Robert Laffont.